Bonjour à tous, il est 7 heures. Ce matin, retrouvez Jean Lassalle et Régis Le Sommier qui reviennent sur l'état actuel de la France, sur le rayonnement de Paris et sur le dernier spectacle de Jean Lassalle, Jean dans la salle. Bon visionnage. Parler de cette France que vous chérissez, qui semble aujourd'hui assez désorientée. Je prends en particulier cet événement qui a surpris tout le monde, qui était le casse du Louvre, qui a eu un effet psychologique désastreux. On a presque l'impression qu'il n'y a plus rien de sacré dans ce pays. Non, mais il n'y a plus rien de sacré non plus, à vrai dire. Et ça, c'est une longue démolition, déstructuration voulue, à mon avis, intellectuellement pensée et mise en œuvre. Alors, il y a le fait qu'en dehors de ça, on n'a pas attendu 2025 pour voir des choses extraordinaires. Des cas, il y en a toujours eu. Oui. Mais là, celui-là, moralement, il vient encore plus. C'est-à-dire qu'il vient plomber. Très mauvais moment. Il vient plomber dans une ambiance que les Français n'aiment pas du tout, dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Et plus que les problèmes sociaux, qui pourtant les angoisses, les problèmes de retraite, les problèmes économiques, il y a le déclassement de la France qui leur pose un grand problème. Parce qu'ils ont le sentiment de participer, d'assister, de vivre une époque où la France est en train de s'effacer de l'histoire et d'en sortir. Et ça, ils ne le supportent pas. Ouais. Comme en sorti jadis l'Espagne ou le Portugal ou la Hollande, voyez-vous. Ouais. Alors que nous sommes un des plus vieux pays du monde moderne. Parce que vous savez, je ne sais pas si ça a commencé avec Hugues Capet, avec Pépin le Bref, avec Charlemagne, mais enfin, la France est quand même aujourd'hui, à part peut-être la Chine, parce que la Russie, il y a beaucoup à dire, l'un des plus grands, l'un des plus anciens pays du monde, avec le Royaume-Uni, qui a pourtant eu des hauts et des bas. Et quand on regarde une carte de géographie, on se demande comment deux petits pays qui tiennent aussi peu de place terrestre ont pu avoir une importance, une telle influence des siècles durant sur le monde entier. Pour le meilleur ou pour le pire. La Révolution américaine, les penseurs français ont irrigué un peu tout. Le communisme, plein d'idéologies sont nées en France. Mais on a construit les États-Unis, hein. Bien sûr. On les a découverts. Bon, on a détruit toutes les braves populations qui étaient dessus. On a ramené tout l'or qu'on pouvait, mais on a construit les États-Unis. Comme on a construit le Canada, comme on a construit bien d'autres choses. Ouais. Après, on a été débordés, dépassés. Mais c'est nos idées qui ont quand même toujours un peu surnagé. Ouais. Et aujourd'hui, on n'est plus copains avec personne. Et ça, c'est tragique. Et nous perdons une totale influence de notre langue. Oui. Notre langue qui était apprise comme langue première en Russie, qui était apprise au Moyen-Orient, partout, au Orient. Moi, j'ai vu ces pays parler couramment français. Maintenant, c'est de l'anglo-dollar. Vous voyez, comme ce globish, voilà, plus de français. Il arrive parfois, il y a quelques étincelles comme ça des gloires passées quand vous allez en Syrie ou quand vous allez dans des endroits comme ça, puis il y a des anciens qui sont là et puis ils s'aperçoivent que vous êtes français et ils se remettent à parler français. Et moi, ça m'est arrivé, c'est très émouvant. Par contre, ils n'ont pas transmis et la génération après ne l'a plus appris. Et la France a reculé et en Afrique, elle a disparu là aujourd'hui. Mais nous avons tout fait aussi pour, dans une espèce de, comment je devrais dire, de résignation à l'échelle de la planète pour que ça se passe ainsi. Quel intérêt y avait-il à parler de français dès lors que la France n'a plus eu de pensée, que la France est sortie de son non-alignement, que la France est devenue, pour le bien ou pour le pire, un des pays fondateurs de l'Union européenne qui aujourd'hui nous prive de toute parole publique. Nous ne pouvons plus rien faire si nous ne réunissons pas tous les 8 jours les 27. Qu'est-ce que vous voulez décider à 27? Que ce soit pour aller pour ou contre Poutine, pour ou contre Trump, on n'existe plus. Mais est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer cela? Alors vous avez 1000 fois raison. Beaucoup d'amis à l'étranger adoraient le français. Maintenant, ça leur revient comme des résurgences, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je raconte dans un de mes sketchs, puisque je suis... On va en parler de votre spectacle. J'ai découvert Moscou,
la même année que Gilbert Bécaud. Parce que j'ai un indice qui est absolument incontournable, c'est Nathalie. La fameuse chanson Oui. avec le café Pouchkine, qui d'ailleurs est né après de cette chanson à Moscou, qui n'existait pas. Il n'existait pas. Et on l'a créé. C'est les Français, ceux qui avaient fui la terreur rouge aussi là-bas, pour se réfugier à Paris, et qui sont repartis en Russie. Bon, on m'a expliqué ça dans tous les détails. Mais on parlait beaucoup le français en Russie à cette époque-là. Et j'avais d'ailleurs vu Gilbert Bécaud, je lui ai dit, j'aurais aimé écrire Nathalie. Et il m'avait dit, écoute mon cher, Nathalie, il y a celui qui l'a écrite et il y a ceux qui tentent d'essayer de la chanter. J'ai dit, tu as bien raison. Et on avait vérifié, on avait été tous les deux à Moscou en 1981 ou 82, je ne me souviens pas exactement. Donc à l'époque, il n'y avait pas quand même un grand monde qui s'y rendait marcher. Il avait été, mais lui il avait sa datcha sur la mer Noire. Et j'ai salué Léonide Brezhnev et j'ai chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge. Oui, ça fait partie de votre spectacle. Alors parlons-en un peu. Non, mais restez sur. Je ne veux pas vous précipiter pour. Non, ce que vous dites est très intéressant. Et je suis passionné par ce que vous dites, vous voyez. Écoutez, je ne veux pas vous accélérer. Moi, je trouve toujours, et ça, c'est en faisant pas mal de voyages dans toutes les, on va dire, dans tous les coins du monde, que il reste une chose indestructible de la France, c'est quand on prononce le nom de Paris, même auprès de gens qui ne sont jamais sortis de leur pays, il y a un imaginaire, tout à coup, il y a une petite étincelle. Vous pouvez parler de Londres, de Berlin, c'est pas pareil. Paris, au fin fond de la Russie, au fin fond des États-Unis, il y a toujours quelque chose. Et alors, on n'ose pas dire ce qu'est devenu Paris à ces gens-là, avec les embouteillages, les travaux partout et la gestion de Madame Hidalgo. Mais il y a une magie qui reste. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est indestructible et qui restera. Voilà. Vous avez raison. Paris est une des très rares villes, et peut-être la seule, à avoir acquis une telle valeur, une telle représentation emblématique. Universelle. Et universelle. Oui. Non pas forcément de l'humanité, mais d'une certaine idée de la civilisation. Oui. Paris a été ouvert depuis très longtemps à tous les grands. Oui. Mais elle a été aussi généreuse avec les plus modestes. Oui. Paris a toujours brillé de mille feux. Et Paris a toujours constitué un intérêt. Je crois que c'est indéfinissable, mais c'est ainsi. Moi aussi, j'ai visité beaucoup de capitales dans le monde, j'ai visité beaucoup de peuples, de beaucoup de pays, et ce qui ressort, c'est Paris, quelle que soit la situation de Paris à un moment ou à l'autre. Très bien, je vois que nous partageons cette idée. Alors, ce spectacle qui s'appelle, je le précise, Jean dans la salle, mes anecdotes d'une vie, comment c'est venu? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous détestiez être resté sans rien faire. Est-ce que c'est de cette période du Covid vous avez commencé à cogiter, ou c'est quelqu'un qui vous a dit vous avez tellement d'anecdotes, pourquoi vous n'en faites pas un stand-up, quoi, en fait, puisque vous êtes tout seul sur scène? C'est très simple. Après la période que vous m'avez permis de vous restituer, et telle que je l'ai vécue, c'est-à-dire ma sortie de route après ma quadruple opération du cœur, et j'aurais dû faire confiance à la chirurgienne qui est d'ailleurs venue me voir, Caroline, à ma première, à Paris, au théâtre de la Tour Eiffel, qui m'a opéré. J'aurais dû lui faire confiance parce que je me serais présenté. Donc après ma première sortie de route, après mes retours à contre-courant, voilà, je suis rentré dans un sentiment d'inutilité. Mais c'est pire que tout le reste. C'est-à-dire que j'étais construit, issu de milieux très modestes, au seuil de pauvreté, mais avec, dans une famille très aimante, et où le débat existait, toujours la discussion, mais il était bienveillant. Par contre, j'avais eu toujours un petit problème
à l'école, parce que j'avais fait français troisième langue, je ne comprenais pas un mot de français, puis je ne savais pas jouer comme les copains. Il n'y avait pas le même ballon bleu que je savais attraper, tout ça. Donc je suis né d'une confrontation avec moi-même, douloureuse, et je me suis retrouvé à 18 ans. Et je pensais à 18 ans avoir surmonté tous les doutes, tous les troubles qu'il pouvait y avoir dans une vie. Mais je ne savais pas qu'il y avait encore beaucoup mieux que ça, c'est ce sentiment d'inutilité qui vous conduit à toutes les déprimes, qui fait que vraiment avoir ce sentiment de ne plus pouvoir rien faire et de ne servir à rien alors que vous avez une famille merveilleuse, 4 enfants, ma femme, tous mes frères et sœurs, tous encore en vie, c'était insupportable. Et là, Magda m'avait vu dans une émission de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde, il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas pourquoi, moi je ne me souvenais pas tellement d'elle, je m'en suis souvenu quand je l'ai revue, je lui avais fait une bonne impression. Et ils sont venus me voir il y a 3 ans pour me proposer de faire un show. J'ai dit, mais enfin, vous êtes fou. Et je dis donc, théoriquement, je ne me voyais pas du tout dans ça. Et je me disais, mais si jamais je faisais ça, mais je caricaturerais. Vous l'avez fait pas mal à l'Assemblée nationale. Oui, mais faut reconnaître. C'était toujours avec la pensée. Bien sûr. Il fallait apporter un peu d'humour. Mais on voyait que vous étiez capable de communiquer quelque chose. Et qu'il fallait, il n'y avait pas beaucoup bien de des députés fois, comment, le nom m'échappe maintenant, mais qu'il fallait frapper de stupeur, plutôt que de se battre par des mots mal choisis, et puis rentrer en fureur, et toujours être à la castagne. La castagne, il la faut, je connais le rugby, je sais, mais il fallait autre chose. Mais là, elle me proposait un show, etc. Et moi, je me voyais caricaturer au fond ce que j'étais. Et me donner raison à ce qui m'avait mis dans cette caricature depuis longtemps. Et puis finalement, j'allais vraiment très mal. Ça s'est décidé il y a un peu plus de mois. C'est mon frère, mes enfants, ma femme qui m'ont dit, mais enfin, pourquoi tu ne t'intéresses pas à cette chose? Et puis ça a été vite fait. On a enregistré une dizaine ou une douzaine de trucs, un pilote, quoi. Oui, non, ouais. Mais comment on appelle ça? D'anecdotes, oui. Qui ne sont pas forcément les meilleures, mais bon, c'est celles qu'ils ont retenues. Et votre premier enterrement en tant que maire, qui est assez drôle, et il y a l'histoire du permis de conduire aussi. Oui, oui. Mais est-ce que j'aurais dû les reprendre? Jacques Brel m'avait dit un jour, j'étais jeune, mais je le connaissais très bien, il m'avait dit, tu verras, si tu fais quelque chose, c'est toujours avec les morceaux qui t'ont rendu le plus célèbre que tu auras le plus de mal. Évite de les refaire. Et je me suis rendu compte à quel point, là maintenant, il avait raison. C'est difficile de refaire lorsque un instant, vous avez eu une intuition pour dire une réalité, et vous avez trouvé les mots que vous dictez l'instant. Mais quand vous le refaites après, et lui faisait pareil pour ses chansons, certaines avaient été faites d'un trait, alors qu'il était pourtant laborieux, m'avait-il expliqué pour écrire ses textes, etc. Mais c'était difficile. Mais ceci étant, il y a au moins une chose, c'est que ça a sorti de moi, j'espère, pour quelque temps, ce sentiment d'inutilité foudroyant qui me minait, foudroyant et lancinant.